Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 octobre et pour commencer le journal du jour, nous allons parler d'une conférence de presse, celle de Roberto De Zerbi, qui a parlé des polémiques autour de l'Olympique de Marseille. Qui en veut à Marseille? Eh bien, on va se poser la question. On évoquera ensuite la situation de Beraldo, le joueur du Paris Saint-Germain et son avenir, la blessure de Kevin De Bruyne et ce qu'il faut attendre du joueur belge désormais. On évoquera les revenus records du Paris Saint-Germain et enfin, on retournera du côté de Marseille, / de l'Inter Milan pour faire le point sur la situation de Luis Enrique. Vous en avez probablement pas beaucoup entendu parler depuis qu'il est parti de Marseille et vous allez comprendre pourquoi. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Qui sont les grands méchants ennemis de l'OM qui n'aiment pas le club et qui veulent le couler? Je dis pas ça par hasard parce que Roberto De Zerbi a directement fait mention de ça lors de sa dernière conférence de presse et c'est un peu gênant. Je cite, ce sont des gens qui n'aiment pas l'OM, qui sont contre nous, polémique contre Pavard, contre Emerson, contre le club. Alors évidemment que la dernière semaine de Benjamin Pavard elle a déclenché des polémiques et des critiques. Moi je considère que c'est une excellente recrue pour Marseille, que c'est vraiment une hyper bonne nouvelle pour le club qui soit là. Mais sa dernière semaine, elle est mauvaise, tu peux pas dire les choses autrement. En fait, j'ai l'impression que Roberto De Zerbi découvre qu'à Marseille, ça s'enflamme rapidement. Quand les résultats sont bons, quand les résultats sont mauvais, c'est le lot de tout grand club, qui plus est un grand club où il y a de la passion comme à l'OM. Mais est-ce que Roberto De Zerbi a fait tant de grands clubs que ça? Eh ben en tant qu'entraîneur, non. Et j'ose même dire quelque chose, Marseille est plus grand que Roberto De Zerbi. Donc il est un peu surpris, mais moi je suis un peu surpris de sa surprise. Après, peut-être que c'est simplement une stratégie de communication de la part du coach marseillais. Ça permet de fédérer les supporters, même si moi je trouve que le discours du seul contre tous, il est quand même un peu toxique parce qu'il est faux. Il y a plein de gens qui s'intéressent à ce que fait Marseille. C'est un club qui est immensément populaire et même les médias sont pas particulièrement sévères avec l'OM. Des fois, ils tapent dessus, des fois, ils font des sujets un peu attrape-clic, mais comme avec n'importe quel club. Et puis, c'est également peut-être pour lui un moyen de défendre ses joueurs, particulièrement Benjamin Pavard. En tout cas, moi, je suis hyper enthousiaste concernant la saison de Marseille. Je doute pas que Benjamin Pavard va se relever et faire une très bonne saison. Et je doute pas que Marseille va également se relever de ces 2 matchs sous forme d'accident, mais qui arrivent à n'importe quelle équipe. Vous gardez ou vous vendez Beraldo à la place du Paris Saint-Germain? On sait que le jeune défenseur central brésilien avait des velléités de départ au cours de cet été et forcément l'arrivée de Zabarni n'a que renforcer ça et le journal L'Équipe remet une pièce dans la machine ce matin. Alors Beraldo, pourtant il a du temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain. Cette saison, il est tout de même à 492 minutes de jeu, c'est pas mal et l'année dernière c'était 2773 minutes de jeu. On peut quasiment désigner ça comme un titulaire bis. Le problème, c'est que Beraldo, il aimerait jouer les grands matchs de Ligue des Champions et forcément, quand le Paris Saint-Germain est au complet, eh bien, il n'a pas sa place et il débute pas les rencontres. D'ailleurs, avec l'arrivée de Zabarni, avec le retour de Lucas Hernandez qui est souvent présent à gauche, bah, tu peux te dire que forcément, Beraldo va reculer un peu dans la hiérarchie, mais ça reste un joueur qui est très apprécié par Luis Enrique. Les supporters se concentre beaucoup sur ses errances défensives et on peut le comprendre, après tout il est défenseur central, mais le coach aime beaucoup ses qualités techniques. Balle au pied, c'est un joueur qui est extrêmement intéressant, qui est encore jeune, qui peut progresser. Reste que s'il veut partir, bah tu vas pas le retenir de force. Tu peux en plus faire une belle bascule financière, c'est un joueur qui est valorisé à 25 millions d'euros, mais je pense que tu peux même le vendre plus en sachant qu'il a été acheté 20 millions d'euros. Ça peut être une belle opération, tout dépendra de la gestion humaine du joueur. Est-ce que Kevin De Bruyne est fini? Alors si vous avez envie de m'insulter suite à cette question, je suis entièrement d'accord avec vous, vous avez raison, moi-même j'ai envie de m'insulter parce que le meneur de jeu belge est un joueur absolument extraordinaire et rien qu'imaginer la possibilité qu'il soit fini pour le football de haut niveau me donne envie de chialer. Reste qu'au bout d'un moment, il faut regarder la réalité en face. Kevin De Bruyne s'est blessé du côté du Napoli et c'est particulièrement sérieux. Alors d'après les communiqués, la presse italienne, la blessure c'est une lésion importante au biceps fémoral de la cuisse droite. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il va être absent pendant environ 5 mois selon les médias et il va avoir besoin de se faire opérer. C'est un coup dur pour le Napoli qui comptait évidemment sur le meneur de jeu, mais c'est un coup dur également pour le joueur qui enchaîne les blessures. Regardez-moi ces dernières saisons, il a eu beaucoup d'absences et finalement, à son âge, 34 ans, c'est de plus en plus dur de revenir à son niveau. Il aura toujours la vista, il aura toujours la qualité technique. Kevin De Bruyne, c'est un joueur phénoménal. Reste que quand tu approches de 35 ans, il y a un moment, ton corps peut t'obliger à arrêter le haut niveau et
j'ai l'impression que doucement mais sûrement on arrive dans ces considérations autour de De Bruyne. Donc est-ce que vous croyez à un retour au plus haut niveau? Moi ça commence à m'inquiéter, mais j'espère me tromper. Record de chiffre d'affaires pour le Paris Saint-Germain la saison passée, et ce alors que les droits TV de la Ligue 1 ont diminué, et ça ne fait que débuter. On peut dire merci à la Ligue des Champions, merci à la Coupe du Monde des clubs, mais je suis pas l'expert comptable du Paris Saint-Germain, on va voir ce que ça entraîne très concrètement pour la réalité sportive du club. Vous avez sûrement en tête que le fair play financier aujourd'hui se concentre beaucoup sur la masse salariale des clubs, une masse salariale qui ne doit pas dépasser 70% des revenus. C'est le cas au Paris Saint-Germain. Paris a même communiqué assez fièrement là-dessus, et c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que tu as un petit peu de marge pour les prochains mercatos et que tu vas pouvoir finalement te faire plaisir. Il y a un truc qui va être à gérer avec justesse, c'est les prolongations des joueurs. Quand tu gagnes une Ligue des Champions, tu as beaucoup de joueurs qui estiment qu'ils ont droit à des augmentations de salaire, et honnêtement on peut les comprendre. Donc forcément la masse salariale, même si tu gardes simplement les mêmes joueurs, a risque d'augmenter. Mais une fois qu'on a dit ça, faut juste s'asseoir et dire bravo aux Parisiens, parce que finalement, c'est un club qui a pivoté en termes de stratégie. T'as plus de Neymar, de Messi, de Mbappé, de Sergio Ramos. Tu vas chercher des jeunes joueurs qui parfois te coûtent cher en montant de transfert, mais qui en salaire pèsent bien moins sur les finances du club. Ça t'a permis de rationaliser un peu tout ça. Et aujourd'hui, le PSG en récolte les fruits, sportivement et économiquement. Donc bravo. Est-ce que ce serait pas la meilleure vente de l'Olympique de Marseille depuis je sais même pas combien de temps, pour tout vous dire? Je parle évidemment de Luis Enrique qui a été cédé cet été pour 23 millions d'euros à l'Inter Milan, et c'est du grand art, il commence à s'en rendre compte du côté de l'Inter, et c'est pas une bonne nouvelle pour le joueur ou pour le club italien. Alors faut avoir en tête que Luis Enrique, il avait signé l'année dernière une saison super intéressante, il avait été auteur de 9 buts et 10 passes décisives en 38 matchs, mais c'était surtout grâce au début de saison, et à la fin ça commençait à aller un peu moins bien. Il y avait notamment des polémiques entre lui et son entraîneur sur le fait qu'il faisait pas les efforts défensifs, sauf que ça restait un Brésilien de 23 ans offensif qui marquait pas mal de buts. Évidemment ça a attiré la convoitise de club, sauf que l'Inter ça fonctionne pas bien sur ce début de saison. Il joue à peine, il a seulement 168 minutes de jeu, aucun but, aucune passe décisive, et Christian Chivus, son entraîneur, ne semble pas l'apprécier particulièrement. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais vraiment, il faut applaudir Marseille, parce qu'avec le recul, je me dis que c'est une vente phénoménale. Déjà, on se disait à l'époque, mais alors plus ça va, plus ça semble se confirmer. Terminé pour le journal du jour. Hier, je vous avais dit que j'avais peut-être un sujet olympique lyonnais, et en fait, je l'ai toujours en tête, mais je me dis que même cet après-midi, c'est peut-être pas le bon timing, étant donné que on a cette journée de Ligue 1 qui est en train de se dérouler, donc j'ai pas fixé. Ça se trouve, je vais parler de ça, ça se trouve, je vais parler d'un autre sujet. À vrai dire, ce calendrier un petit peu atypique cette semaine ne m'arrange pas pour fixer mon planning, donc voilà, ce sera un sujet surprise entre gros guillemets. Je vous donne rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre journée, salut.